Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, content de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un voyage qui a changé ma vie. Mais juste avant, je te fais un petit rappel, les portes du système freelance se ferment dimanche soir à minuit. Vous avez été déjà nombreux à rejoindre le programme. Et si jamais toi aussi t'es intéressé par le programme, je t'invite à jeter un petit coup d'œil sur le lien qui sera probablement en dessous ou au-dessus de ce podcast sur le canal Telegram. Alors je reviens à ma story, mon histoire du voyage un peu qui a changé ma vie. Je vais te raconter un peu cette histoire et peut-être que de ton côté ça fera écho avec tes histoires ou tes envies, etc. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suit et qui ont cette envie d'expatriation, de voyage, etc. Alors pas tout le monde, mais je sais que chez certains ça fait écho. Alors, c'était en 2011 en fait. Je suis parti, ça fait déjà un bon moment. En 2011, je décide de partir avec un pote en Asie, en Thaïlande. C'était un pote avec qui j'avais un site e-commerce à l'époque. Alors, c'était un side business, hein, c'était pas mon activité principale. C'est-à-dire que j'étais développeur comme tout le monde en CDI, à la Défense, etc. Et j'avais toujours cette fibre, on va dire, entrepreneuriale de créer des choses. Et à l'époque, j'avais créé un site e-commerce et qui commençait un petit peu à tourner puisqu'il ramenait 3, 4, 5 000 euros par mois, tranquillou. Alors à l'époque, partir en Asie à deux comme ça, j'étais parti avec mon pote, partir comme ça un peu en Asie, c'était un peu... Tu sais, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube, il n'y avait pas tous les influenceurs, il n'y avait pas Instagram, tout ça. C'était un petit peu partir à l'aventure. Je veux dire, personnellement, j'avais jamais fait un voyage aussi loin. J'avais jamais fait 11 ou 12 ou 13 heures d'avion. Et en 2011, c'était beaucoup plus route que ce que c'est maintenant. Je veux dire, en 2011, t'avais pas la 3G, la 4G partout. C'était vraiment un petit peu plus galère. Alors, pour la petite histoire, je me souviens qu'on était arrivé à Bangkok. Alors là, Bangkok, explosion d'odeurs, de bruit, de bordel, vraiment une ville qui bouge, qui pullule, ça pullule de monde. C'est vraiment un bordel. Il y a la street food, tu peux manger, etc. partout. Enfin, c'est vraiment un dépaysement total. Et je me souviens que premier jour où on arrive, on tombe sur un taxi, un tuk-tuk, mec super sympa qui nous fait découvrir un peu le tour du quartier de Bangkok, du quartier dans lequel on était comme tous les touristes, on est arrivé du côté de Khao San Road, un truc comme ça. C'est vraiment un repère à touristes quand tu découvres la Thaïlande. Et c'était vraiment vraiment super sympa. On avait passé une super journée avec ce tuk-tuk. Le lendemain, on retombe sur un autre tuk-tuk, comme ça. Et le mec commence à nous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un super plan. Il commence à nous faire le tour de la ville. Et puis, il nous amène, en fait, je me souviens à l'époque, c'était un tailleur. Alors, c'est vrai que j'avais vu ça qu'en Asie, tu pouvais te tailler des costumes sur mesure pour trois fois rien, en fait. Et du coup, le mec, il nous amène là-dedans, et nous, un peu comme des touristes, un peu naïfs, on commence à se dire, pourquoi pas, c'est cool, etc. Et puis, en fait, c'était un petit peu une arnaque, c'est-à-dire qu'ils amenaient les touristes c'est des Indiens qui tenaient ça à Bangkok et qui te faisaient des costumes sur mesure. Et en fait, on s'est fait un peu embarquer là-dedans. À la base, on connaissait le truc, on n'avait pas forcément envie de faire péter un costard, et de fil en aiguille, il commence à nous faire tester des chemises, des costumes, des matières, des couleurs, des choses comme ça. Et comme moi sur Paris, c'est vrai que j'en mettais de temps en temps pour aller bosser, ou une petite veste ou quoi. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, on est carrément à la fin, on est ressorti de là-dedans et on a quasiment claqué, je crois, 5 millions de bahts, ou je sais plus combien c'était en bahts, 10 millions de bahts ou un truc comme ça. C'était ce qui faisait une somme énorme. Voilà, on s'était fait alléger d'une somme énorme dès les premiers jours. Et je me souviens qu'après, pour la suite des vacances, c'était un peu galère parce qu'on avait dépensé une grosse somme. On s'était fait, en fait,
je vais pas dire manipuler, parce qu'après tout, ils nous ont pas vraiment, tu vois, ils nous ont pas piqué l'argent dans notre portefeuille, mais voilà, tu voyais que les mecs, ils étaient forts en manipulation, puisque finalement, on n'avait pas envie de grand chose et on est ressorti avec des costards, des machins, des trucs comme ça. Je me souviens même encore, le mec nous accompagnait au distributeur de billets, puisqu'on n'avait pas, je crois qu'il prenait que du cash ou des conneries comme ça. Et à un moment, presque limite, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de retirer 10 millions de bahts pour les passer, pour acheter des costards en Thaïlande, le truc dont on n'a pas forcément besoin tout de suite. Donc voilà un peu la première arnaque. Et du coup, non, surtout que l'arnaque, c'était que les costards étaient sur mesure. Mais donc, ça prenait un certain temps pour les faire et qu'il fallait repasser à la fin du voyage. Et le jour du départ, je me souviens que le mec ne les avait pas fait et qu'on allait prendre l'avion et qu'il comptait sur nous pour, enfin, il pensait peut-être qu'on allait partir, qu'on allait pas rater l'avion et du coup qu'on allait pas prendre les costumes. On lui a mis un coup de pression pour qu'on nous donne les costumes. Et je me souviens qu'il nous a, à mon avis, il avait dû faire des costumes vite fait à l'arrache. On arrivait en France avec des costumes qui étaient 3 fois plus larges que notre taille. Bref, c'est parti à la poubelle et on s'est bien fait arnaquer. Donc voilà un peu pour les aventures d'un premier voyage comme ça en Thaïlande. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Bref, voilà les deux trois premiers jours à Bangkok. Ensuite, on décide de partir parce que oui, Bangkok c'est marrant, mais bon, tu fais 2-3 jours là-bas. Après, comment dire, tu tournes vite en rond, c'est bruyant, machin. Et puis quand tu pars en Thaïlande, tu vas plutôt pour voir les plages paradisiaques, etc. Alors, on arrive quelques jours, on prend l'avion, on va dans le sud de la Thaïlande, pas loin de la frontière malaisienne, et on arrive du côté d'une petite île qui s'appelle toujours Koh Lipe. Si tu regardes sur Google, tu tapes Koh Lipe, K-O-H, plus loin Lipe, L-I-P-E. Tu vas voir que c'est vraiment, on appelle ça les Maldives de la Thaïlande, tellement la mer est bleue turquoise, tellement c'est beau pour la plongée, etc. Et là vraiment émerveillement. Moi, j'avais jamais vu des plages aussi belles. Jamais fait, tu vois, tu prenais un masque, tu faisais du snorkeling et tu voyais plein de trucs incroyables, des tortues, des poissons, des choses comme ça. Et je me souviens qu'à cette époque, on avait comme on connaissait pas, on avait réservé, on savait pas trop, tu vois, on avait réservé 1 ou 2 nuits dans un hôtel un peu cher en plus à l'époque, je crois une centaine d'euros la nuit ou un truc comme ça. Et je me souviens qu'on était arrivé dans l'hôtel et en fait on n'avait pas de vue, on avait payé cher en gros pour un truc de luxe, mais nous on cherchait pas ce truc-là en fait. Et donc du coup on avait quitté en fait la chambre et on était parti sur des petites guest house qui étaient sur pilotis avec vue sur toute la plage, et ça nous avait coûté, je me souviens à l'époque, peut-être 20 ou 25 balles, ce qui faisait peut-être 800 bahts à l'époque, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ça, ça a été une bonne leçon de jamais d'ailleurs trop réserver des hôtels à l'avance, puisque en fait tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et puis après, bah voilà, nous pour demander le remboursement, c'était un peu galère, mais c'était vraiment émerveillement de voir ces trucs-là. Et c'était à l'époque aussi où je découvrais en fait les premiers nomades. Alors le terme n'était pas connu, hein, il n'y avait pas à l'époque, en 2011, on parlait pas comme ça de digital nomade et tout. Enfin, c'était pas un terme qui était très connu, mais je voyais déjà, il y avait des gens de passage, t'avais des gens avec des ordinateurs, des gens qui bossaient, des gens qui bossaient, qui avaient des iPads et qui bossaient sur leurs projets. Enfin, tu les voyais dans des cafés ou des choses comme ça. Même si à l'époque d'ailleurs il n'y avait pas de 3G, donc pour te dire, t'allais même, moi je me souviens qu'à l'époque, on avait à peine les smartphones, et je me souviens qu'on allait dans les sortes de cybercafés, comme t'avais un peu en France à l'époque, pour justement essayer de pouvoir rester connecté, etc. C'était vraiment un peu un autre monde, et je me souviens même qu'il n'y avait pas de distributeur sur l'île, pour te dire. Alors pour récupérer de l'argent, il fallait que t'ailles payer, en fait, tu payais en carte dans des hôtels qui acceptaient d'encaisser des paiements et qui te prenaient une commission, bien sûr, et qui te reversait du cash. Enfin bref, ce fut vraiment le déclic pour moi. Je me suis dit, alors c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais parti avec mon pote qui faisait on faisait du e-commerce à deux, et ce voyage en fait ça a été un déclic, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, si j'ai un site e-commerce qui me permet qui me rapporte déjà entre 1000 ou 2000 euros, on était à deux, donc par personne, on faisait entre 2, 3, 4, 5000, parfois on montait à 10 000 euros avec ce site e-commerce à deux.
C'est à l'époque où je me suis dit, non mais attends, j'ai l'impression d'avoir trouvé un hack en fait, d'avoir trouvé une astuce, d'avoir trouvé un truc que personne n'avait compris. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un hack secret, une astuce secrète que personne ne connaissait, quoi. Je me suis dit, mais attends, on a un site e-commerce, il tourne, il rapporte entre 1000 ou 2000 euros par personne, mais attends, mais avec ça en Thaïlande, mais tu vis comme un roi. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, je m'étais même pas posé la question du freelancing. Je savais pas que, en fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Je veux dire, à cette époque, pour moi, être développeur, c'était forcément tes développeurs assis dans un bureau à la Défense ou à Paris ou enfin peu importe chez ton patron, et puis il était hors de question. Enfin pour moi c'était même pas concevable de pouvoir travailler en tant que développeur à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que pour moi le e-commerce c'était c'était un peu la porte de secours, et l'idée d'être développeur, freelance, nomade, etc. en 2011, c'était quelque chose qui était même pas possible. Si je voulais faire ça, il fallait limite abandonner ce job de développeur. Je veux dire, parler de remote, parler de tout ça en 2011, c'était un peu pionnier, on va dire. Même freelance, parler de freelance, de développeur freelance, c'était quelque chose qui était un peu foufou. Bref, je me souviens d'être rentré en France comme ça, de voyage, avec toutes ces envies dans la tête. J'avais vraiment envie de me dire, tiens, il faut vraiment que je vive cette vie-là. Moi, j'ai envie de partir vivre comme ça dans des pays exotiques. Là, c'était en Thaïlande, etc., avec les paysages, la vie, etc. Mais pendant des années, en fait, c'est resté juste un simple rêve dans ma tête. Ça veut dire que j'avais cette envie-là. J'étais parti comme ça un peu à l'aventure avec mon pote. Ça avait fait un déclic dans ma tête, mais voilà, quand je suis rentré en fait, souvent tu sais quand tu pars en vacances, tu réfléchis à plein de choses, tu fais un peu des plans sur la comète, tu réfléchis à plein de trucs, et puis quand tu rentres, ça fait pchit, la réalité revient au galop, et puis voilà, tu reviens dans ta routine, métro, boulot, dodo. Et moi je me souviens qu'il a fallu attendre plusieurs années pour vivre ça. Je veux dire, il a fallu que je passe déjà freelance, parce qu'il a fallu aussi qu'à un moment je me suis dit, voilà, je peux faire cette vie-là en étant freelance, développeur freelance, mais il faut bien évidemment passer par la première étape, c'est-à-dire la première étape de devenir freelance. Donc c'est ce que j'ai fait en 2013. En 2013, j'ai enfin réussi à quitter mon CDI. Ça n'a pas été facile. J'ai eu des périodes de doute, de haut, de bas. J'ai mis peut-être plusieurs mois avant de trouver quelque chose de sérieux. J'ai même pendant un moment hésité à retourner en CDI. Et si j'avais fait cette erreur-là, je pense qu'après repartir en freelancing plus tard, ça aurait été encore plus compliqué. Voilà, ça a été compliqué, ça a été galère. Mais finalement, après, j'ai réussi à trouver des clients, j'ai réussi à avoir un réseau, une expertise, etc. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mes croyances limitantes m'ont fait sans cesse reculer mon rêve. C'est vraiment... Quand je repense à mes envies et ce que je voulais faire, j'avais plein de croyances limitantes sur le fait que je puisse devenir freelance nomade en Asie, etc. Puis t'as la pression familiale, la pression sociale, et du coup en fait tu franchis jamais en fait le pas. Alors il y a plein de personnes qui d'ailleurs je réponds aujourd'hui aussi dans une vidéo FAQ sur YouTube, tu vas retrouver sur YouTube, Chill and Q&A épisode 3, et c'est vrai que il y a plein de gens, mais souvent c'est un truc qu'on pense, et j'ai reçu cette question aussi, où on me dit, Mike, pour toi, ça a été soit un coup de chance, ou soit c'est facile, ou pour toi, Mike, c'est facile, etc. Pourquoi? Parce que toi, tu me découvres peut-être sur YouTube, et je suis déjà en place. Je suis déjà passé freelance, je suis déjà expatrié, je suis déjà nomade, etc. Et on pense que, voilà, pour Mike, c'est facile. Mais sache que ça n'a pas été facile. Sache que j'ai perdu, entre guillemets, j'ai pas perdu, mais j'ai attendu quasiment 6 ou 7 ans avant vraiment d'être ici. Ça veut dire qu'il a fallu d'abord que je sois freelance, et ensuite que, voilà, j'ai attendu, j'étais déjà pas trop sûr, etc. avant de tout quitter et de partir vivre à Bali. Alors maintenant, bien sûr, maintenant je me dis que c'était pas si dur que ça. Maintenant je me dis, oui, j'aurais pu le faire avant. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. C'est vrai que je suis tellement bien ici, je vis enfin la vie dont j'ai toujours rêvé, et je me dis, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps, tu vois? Et finalement, j'aurais pu ne jamais partir. Moi ce qui me fait peur, c'est qu'au moins je l'ai fait. Je veux dire, je l'ai fait, j'ai perdu 6 ou 7 ans, mais au moins je l'ai fait. J'aurais pu ne jamais partir.
j'aurais pu rester en CDI à la Défense et garder un peu ce secret, ce regret dans ma tête comme ça pendant des années, et j'aurais pu ne jamais avoir vécu la vie que j'aurais voulu vivre. Et c'est peut-être ton cas. Eh bien, je te dis, oui, ça fait peur, oui, c'est risqué, oui, c'est pas facile, mais je peux juste te dire que le jeu en vaut la chandelle. As-tu envie de te réveiller à 50 ou 60 ans en te disant « Ah bah j'ai jamais vécu la vie dont j'ai rêvé, je n'ai même pas essayé ». Je veux dire, il y en a qui n'essayent même pas. Alors oui, tout commence par un rêve, mais tout commence aussi par une première pierre. Moi, ma première pierre, ça a été quoi ? Ça a été de quitter mon CDI et de passer freelance. Si je n'avais pas fait cette première action, eh bien probablement que je serais resté dans un CDI à Paris ou je ne sais où, et que j'aurais jamais vécu la vie que je suis en train de vivre, et j'aurais peut-être encore des regrets. Je regarderais peut-être d'autres youtubeurs ou d'autres personnes sur le net ou sur Instagram en train d'avoir la vie que je rêve, et je serais resté frustré peut-être comme ça pendant des années. Alors voilà un peu pour cette petite histoire du voyage en fait qui a été ce déclic. C'était vraiment ce voyage en 2011 que j'ai fait avec un pote qui m'a donné cette envie de faire ça. Et si tu regardes, si tu regardes bien cette histoire, elle date de 2011 et on est en 2022. Tout ça pour te dire que les choses prennent du temps. Il y a des personnes qui pensent parfois que c'est trop tard. Il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais Mike, j'ai 35, j'ai 40, j'ai 45, j'ai 50 ». Peu importe ton âge, à tout moment tu peux changer, à tout moment tu peux passer freelance, à tout moment tu peux partir vivre la vie que tu rêves. Voilà, je termine là-dessus en te faisant un petit rappel. Les portes du système freelance se terminent dimanche. C'est peut-être le moment aussi, toi, de commencer à mettre la première pierre de ton projet et de justement commencer à préparer, à construire ta carrière de freelance. Je te laisse regarder le lien sous cet audio ou au-dessus, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.